Radio Juriste présente Bienvenue en droit avec Basile et Patrick. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. En direct de l'Institut Ulpien, vous écoutez Radio Juriste, la radio associative des étudiants juristes rennais. Bonjour à tous et bienvenue en droit, c'est Martin et on se retrouve aujourd'hui pour un entretien avec Patrick Avril. Bonjour Patrick. Et bonjour à tous. Alors vous êtes responsable communication aux relations externes et à l'action culturelle de la SACEM de Rennes. Correct. Correct, pour l'instant tout est bon. Voilà, c'est un grand titre mais vous allez voir, c'est simple. D'accord. Créac, on peut Créac, dire. ouais, voilà, Créac. Créac. Comment allez-vous ? Eh ben, très bien, heureux d'être parmi vous, heureux de pouvoir représenter à la SACEM à tous les auditeurs, tous les juristes, étant un ancien juriste de la fac de Rennes, donc je suis un petit peu chez moi. Ça fait quelques années que j'ai quitté les bancs de la fac, mais bon, ça fait plaisir de revenir. De mon côté, je me sens d'humeur curieuse et interrogative. Eh ben, moi, ça tombe bien parce que je me sens enjoué, Oui. mais circonspect. Avec On va régler ça. Basile, donc le fondateur de l'Institut Ulpien qui accueille les studios de Radio Juriste, que ce soit C'est ça. bien clair. Ouais. Comment ça va, Basile ? Bah écoute, ça va très bien. En tant que fondateur de l'Institut Ulpien, je peux peut-être glisser que là, on prépare les stages de révision intensive, puisqu'il y a les examens en décembre et début janvier à la fac de droit de Rennes et dans toutes les facs de droit de France, je suppose. Oui. Donc beaucoup de travail en ce moment, mais c'est bon signe. Ça va, bon Basilou? Ça va aller? Allez. Ça va. Je m'adresse à tous les étudiants en droit de France et de Navarre. Tendez bien l'oreille et restez à l'écoute. On va parler du droit d'auteur et plus généralement de la SACEM aujourd'hui avec Patrick Avril, puisque c'est un terrain qui, pour beaucoup d'entre nous, est très flou. Il s'agira de peindre du coup le décor de cette obscurité. C'est bien, c'est beau ce que je dis. Le clair-obscur, on va faire. Oh, oxymore. Exactement. Ouais, on a fait aussi la fac de droit ici. C'est vrai. Oxymore, on l'apprend pas à la fac, ça, si ? Non, on l'apprend au lycée. On Sombre clarté aussi. Et donc pour ce faire, on va aborder la notion du droit d'auteur sous différents prismes. D'abord, du point de vue du créateur, de l'auteur, et savoir de quelle manière la SACEM protège les auteurs et les ayants droit, et puis ensuite du point de vue des interprètes ou des utilisateurs qui vont interpréter ou diffuser un morceau qui n'est pas libre de droit. On évoquera aussi la question des plateformes de streaming, évidemment. YouTube, à Basile, l'article combien ? L'article 13, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ouais. Voilà, donc c'est encore plus flou que, Oui. que flou. Dernière précision avant de commencer cet entretien, Basile, tous les jingles sont faits main. C'est vrai. Ils sont libres de droit et toutes les musiques qu'on évoquera seront jouées en live. Alors, juste la mélodie principale, Bien évidemment, sûr, ouais. avec cette guitare, Ouais. cette petite guitare. Une air guitare, c'est ça ? Une silent guitare. Une silent de chez guitare. Yamaha. Air guitare, ça n'a rien à voir. Ouais, je précise aux auditeurs que c'est pas moi qui vais jouer quand même. Guitariste, mais j'ai à mes heures perdues. J'ai perdu beaucoup d'heures. Ah bah oui. Eh ben pareil, moi je ne vais pas jouer non plus aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez. Donc on va des laisser cours. les spécialistes parler nous va parler de musique, mais vous allez jouer de la musique. Ouais, et puis j'insisterai pour glisser volontairement des fausses notes, des fois Il va faire des canards. Ouais, non, mais c'est pour détourner un peu l'attention. Des fois, on ne sait pas parce que oui, les grandes instances de Radio Juriste, dans le doute, nous ont interdit de diffuser des musiques. Pour Voilà. ne pas avoir de problème, justement. On ne sait pas, et justement, alors qu'on est une association non lucrative, on va voir si on a le droit de diffuser de la musique sur Facebook, sur YouTube. On répondra évidemment à cette question avec Patrick Avril sur Radio Juriste. Bonne émission à tous. Cité Arena, Entretien, besoin de faire le point, entretien, besoin d'un coup de main. un petit entretien avec Cité Arena, entretien, besoin de faire le point, entretien, besoin d'un coup de main. un petit entretien avec... Avec monsieur Patrick Avril, on va commencer cet entretien par une présentation. Donc je vais vous demander tout simplement de raconter votre parcours. Parcours, j'ai fait une formation de juriste, parce que j'ai une maîtrise en droit que j'ai fait, je disais tout à l'heure, à la fac, par le biais de la fac de Rennes, mais j'étais sur l'antenne de Brest. Et après cette maîtrise en droit, je suis parti sur Lille, puisque j'étais embauché à la SACEM en tant que juriste à l'époque. Je suis parti sur Lille faire mes premières armes dans le pays de la frite et puis du bon vivre. Oui. Voilà. Et ensuite, j'ai traversé toute la France entre un vendredi soir et un samedi matin, puisque je suis parti de Lille pour aller en poste à Montpellier 3 ans après. Donc, vous voyez, j'ai fait toute la route. Il fait un peu plus chaud. Mais c'était bien agréable. En plus, c'était pendant l'été. Enfin, c'était quand même. J'étais pas à la plage, je vous le rassure. Donc, Montpellier pendant 3-4 mois. Ensuite, je suis revenu à Rennes, à la direction régionale,
qui était boulevard du Sergent Maginot, c'est pratiquement en face. Ah bah ici. c'est chez nous, ouais, de l'autre côté de la rue. Ouais. Ouais, je suis en pays conquis ici, moi. Hein. Et puis après ça, Rennes, je suis allé à Blois pendant 4 ans, je suis allé à Chalon-sur-Saône, non, Blois c'est 6 ans. Chalon-sur-Saône, ensuite Agen, et puis je suis revenu à Nantes pour les activités que j'ai depuis 2005 sur Nantes et qui ont évolué en 2016 avec cette nouvelle mission, cette nouvelle fonction de créac, de chargé de communication, de relations externes et d'action culturelle. Là, je suis sur 3 régions. Je travaille sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire. La SACEM, l'acronyme de Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Quelle est la définition très simple que vous, personnellement, vous donneriez à nos auditeurs de la SACEM ? Un organisme de gestion collective. C'est-à-dire, c'est une société qui a été créée, on va y revenir dessus dans quelques minutes, qui a été créée en 1851 et qui gère le droit des auteurs, compositeurs, de percevoir une rémunération du fait de leur travail et de la diffusion de leurs œuvres. Donc, que ce soit dans tous les lieux qui existent maintenant. Lieux, radio et autres, qu'ils soient dématérialisés ou physiques. On est là pour donner à la création une rémunération et permettre à ces créateurs de vivre de leur métier et de pouvoir continuer à développer ce métier de création. La musique, elle est partout. Vous allez dans n'importe quelle boutique, vous montez des ascenseurs, vous êtes dans les voitures, vous avez ça partout. Vous avez des téléphones, vous allez dans les boîtes de nuit, vous allez dans les concerts. La musique est partout. Mais la musique, elle n'est pas gratuite parce qu'elle ne tombe pas du ciel comme ça, comme les pluies qui sont tombées ces derniers temps. Mais la musique, il y a quelqu'un derrière. Il y a un interprète devant, mais ce derrière, c'est l'auteur, le compositeur. Ce sont des personnes que l'on ne voit pas, mais on connaît leur nom. Mais quand on se dit, si je pose la question aux auditeurs, qui a écrit et composé Allumer le feu, chanté par le célèbre Johnny Hallyday, on va me dire, ouais, c'est Johnny. Et non, et c'est pas Johnny. Donc on travaille pour ces auteurs-compositeurs qui sont au nombre de 160 000 au sein de la SACEM. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était déjà les 1 an de la mort de Johnny Hallyday. Oui, il y a une semaine. Oui. Là, c'est dingue comment ça passe vite. Ça passe très très vite. Non. Basile, toi tu n'as pas chômé. Tu as écouté un petit peu le dernier album de Johnny Hallyday d'ailleurs ? Je l'ai écouté plusieurs fois. Oui. Tu vas nous en parler, c'est ça ? Exactement. Tu as préparé un point historique de la SACEM. Et donc, vous, monsieur Patrick Avril, vous allez valider ou contredire monsieur Basile Rousseau. Il y a un buzzer, bon ou pas bon, non ? Voilà, non, mais il ne faut pas hésiter à lever la main. Voilà. Non, valider, contredire ou agrémenter. Bien sûr. Parce que j'ai sûrement pas toutes les infos. Ça fait 40 ans que vous travaillez à la SACEM, c'est ça ? Exactement. Moi, ça fait 2 heures que je prépare cette chronique. Eh ben, vous voyez. Donc voilà, moi ce qui m'a déjà plu c'est la création de la SACEM, les origines de la SACEM, parce qu'il y a quand même une anecdote assez marrante. C'est né, alors on en a parlé tout à l'heure, ça s'est passé, il y a eu un incident dans un café-concert, Les Ambassadeurs, en 1847, c'est ça ? Eh oui, ça remonte, hein ? Oui. Ça remonte, 1847 exactement, c'est le Café des Ambassadeurs, c'était à Paris. 3 auteurs sont attablés aux ambassadeurs. Je pense qu'ils prevaient une limonade ou je sais pas quoi, peu importe, un café ou une bière. Et puis il y avait ce café des ambassadeurs où le patron était, ça devenait une sorte de musette, quoi. Il y avait des artistes, des musiciens qui venaient et qui comment dire, tout le public venait danser. C'était un lieu très très festif. Sauf que lorsqu'il a fallu lorsque le patron leur a demandé de payer les 3 € à l'époque pour le café qu'ils ont pris, ils ont dit, attendez monsieur, c'est quand même un peu surprenant parce que toutes les personnes qui sont là, au fait, et toutes les œuvres qui sont chantées, ce sont nos œuvres. Et c'est nous qui vous faisons gagner votre vie, entre autres, par le métier que l'on fait, qui est auteur-compositeur. Donc on considère que quelque part, vous pourriez nous faciliter, nous offrir le café, etc. Un procès s'en est suivi. Et alors, ils ont gagné. Juste, les trois personnes en question, c'était Ernest Bourget, oui. Paul Henrion et Victor Parizeau. Parizeau, exactement. Voilà. Et la chanson, c'était Le Sire de Framboisie. Oui, c'est ça. Ah, je ne me suis pas trompé. Non, un point pour moi. Exactement. Excusez-moi, je ne peux pas la jouer à la guitare pour l'instant. Par contre, allumer le feu, je peux. Voilà. Et donc, ce Sire de Framboisie, effectivement, le procès a été gagné par eux. Et ils ont décidé à ce moment-là de se créer, ce qui n'était pas une société à l'époque, en 1847, un syndicat des auteurs-compositeurs, qui est devenu en 1851 une société, puisqu'on déposait les statuts au tribunal de commerce, ou à la chambre de commerce, de l'époque. Et à partir de là, s'est créée cette société, la SACEM, en 1851, qui est l'acte véritable de constitution. Et c'était à l'époque le premier type d'organisation de ce type.
puisque la deuxième n'a été lancée qu'en 1914 en Angleterre. C'est ce que j'ai vu. Il y a un équivalent britannique, mais c'est bien longtemps après, en fait. Et même, je vais vous être encore plus précis, c'est qu'en fait, la SACEM est la deuxième société d'auteurs dans le monde, au niveau de l'histoire. La première étant la SACD, celle qui s'occupe des droits de théâtre, qui a été créée par Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Et donc, la SACEM est venue un petit peu après, puisque Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais était... Disons, vous voyez, il y avait beaucoup plus d'opéra et d'opérettes à l'époque. Et les gérants des droits, les gérants des cafés-théâtres, des opéras, ne rémunéraient pas les auteurs-compositeurs d'opéra et d'opérettes. Donc la SACD est plus ancienne en histoire que la SACEM. Mais le droit d'auteur, la création des sociétés d'auteurs est une invention française. D'accord. Et donc ça s'est développé ensuite sur l'ensemble du territoire. Donc j'ai noté 181 agences en 1858. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Alors, il y en a moins. Il y en a moins. Ah, il y en a moins. Mais il y a beaucoup plus de monde. Enfin, ça s'est agrandi en tout cas. Bah, obligatoirement. Non, 188, mettons un petit 200, il y a en 1851. Maintenant, en 1900. En 2018, il y a une soixantaine d'agences en France. 70 exactement, je crois. Mais c'est vrai que, obligatoirement, ça c'est le nombre d'agences de la SACEM, les délégations avec les directions régionales. Et effectivement, le nombre de collaborateurs est d'environ 1400 sur l'ensemble de la France, qui est réparti en 50% en province et 50% au siège, où il y a les services juridiques, informatiques, tout ce qui fait fonctionner une entreprise, une société, quoi. Alors, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que l'obstacle, ou plutôt le problème, l'obstacle qu'a rencontré la SACEM à l'époque, c'est qu'il y a eu l'apparition du phonographe, de la radiodiffusion, du cinéma, et ensuite de nouveaux médias, donc le CD-ROM, des choses comme ça. Et donc la SACEM a dû fusionner avec la SDRM, si je ne me trompe pas, donc la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique, c'est ça ? Il y a, au début, si vous voulez, il y a... Quand la SACEM est née en 1851, il n'y avait pas de disque, il n'y avait pas de reproduction d'œuvres sur un support. Donc, l'auteur, si on prend un terme juridique, je m'adresse quand même à des juristes. Accomplis, absolument. L'auteur dispose de deux droits, des droits patrimoniaux, je parle des droits patrimoniaux. Un droit de reproduction et un droit de diffusion. Le droit de diffusion, il est géré par la SACEM, c'est-à-dire tout ce qui est diffusion des œuvres en public, les concerts, les radios, etc. Et un droit de reproduction, c'est le fait de mettre une œuvre sur un support, un disque, une cassette, une vidéo, que sais-je, ou tout ce qui peut être sur des clés USB maintenant. Donc il y a deux droits qui sont accordés par la législation aux auteurs-compositeurs, et obligatoirement les sociétaires qui sont à la SACEM, parce que la SDRM est une société de sociétés. Elle était, ça a changé depuis, parce qu'elle gérait les droits de tous les auteurs-compositeurs, qu'ils soient membres de la SACEM ou de la SACD ou d'autres sociétés civiles. Ensuite, les auteurs-compositeurs ont adhéré en masse à la SACEM, puisque la musique est devenue très importante. Les concerts ont été suivis par des disques, des cassettes, tout ce que l'on peut imaginer en support sonore. Et donc, l'auteur a toujours ces deux droits. Et la SACEM et la SDRM travaillent main dans la main pour, lorsque les auditeurs ou quelqu'un veut faire un disque, il faut qu'il passe par la SDRM, qui va autoriser la reproduction d'une œuvre. On va nous donner le nombre de disques fabriqués, si je pars sur un CD, le nombre de titres et quels sont les auteurs-compositeurs qui sont associés à ces titres-là. Et donc, on va collecter des droits au niveau de la reproduction qu'on va reverser ensuite aux auteurs-compositeurs. Parce que tous ne sont pas interprètes. Et donc la SACEM et la SDRM se sont réunis en 1975, enfin ont réuni leurs services et leur personnel, mais ont conservé leur autonomie juridique et financière. Donc ça, c'est pour... Voilà. Et aujourd'hui, donc la SACEM est une société civile à but non lucratif, parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que ça dépend de l'État ou que c'est une entreprise privée, ce qui est un peu le cas, c'est privé, mais c'est une société civile à but non lucratif. C'est important de le dire. Il faut bien préciser ceci, que la SACEM est une société civile qui est gérée, qui est constituée, qui est créée par des auteurs-compositeurs. Vous voyez, ce n'est pas une administration qui a créé le SACEM. Ce sont 3 auteurs-compositeurs qui maintenant sont au nombre de 164 840 à fin 2017. Je parle là, membres de la SACEM, parce qu'on verra ensuite à l'étranger comment ça fonctionne. Et c'est une société civile qui est gérée
par les auteurs-compositeurs eux-mêmes. Et ce que les gens règlent, ce ne sont pas des taxes ou tout ce que l'on peut imaginer, ce sont tout simplement des droits d'auteur, c'est la rémunération de la création et des auteurs-compositeurs. Donc je ne suis pas, avec tout le respect que j'ai pour eux, je ne suis pas fonctionnaire d'État, je suis employé dans une société civile, complètement privée, gérée par les auteurs-compositeurs. L'État ne verse pas un centime au fonctionnement de la SACEM. L'anecdote, c'est qu'en 1980, quand François Mitterrand avait fait ses 101 propositions, il voulait nationaliser la SACEM. Jack Lang lui a dit surtout pas. On ne peut pas nationaliser la musique, on ne peut pas nationaliser la création. Donc ce X, je ne sais plus quel c'était le nombre de la proposition, a été vite abandonné devant la réalité de la chose, quoi. On ne peut pas dire, ou sauf dans un État totalitaire, mais encore ça. Alors, moi, il me semblait que dans les conservatoires, enfin dans tous les cas, même les grands artistes étaient subventionnés plus facilement s'ils faisaient une création de musique contemporaine par l'État qu'une création de musique, j'en sais rien moi, du tango ou de la musique d'Amérique latine. Ouais, c'est logique ça. Ce sont des subventions, ce sont des aides à la création. La musique contemporaine, elle est très peu diffusée. Et puis, une œuvre de musique contemporaine, elle va durer 15, 20, une demi-heure, 3/4 d'heure. Pas une chanson qui dure, mettons, 3-4 minutes. Et écrire une œuvre de musique contemporaine, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plusieurs instruments. Et puis, écouter les radios, il y a très peu de musique contemporaine. Vous pouvez parfois aller sur France Musique, peut-être que vous en diffusez. Mais moi, j'ai assisté à des musiques de contemporaines. Il n'y a pas 8000 personnes quand on peut avoir au trans par soirée, etc. Vous avez des spécialistes, mais la musique contemporaine, c'est la musique classique de demain. Quand je rentrais à la SACEM, on avait une exposition à faire. Mozart, qui était un contemporain, sa musique est devenue classique plus tard. Donc attention, la musique contemporaine, c'est peut-être la musique classique de demain. Eh ben, elle sera belle la musique classique de demain. Voilà, Ouais. Exactement. Hein. Oui, les oui. Beatles seront certainement de la musique classique dans les prochaines Les années. Beatles qui avaient des gros problèmes de droits d'auteur entre eux, hein, entre qui est Oui, ça, le c'était- compositeur, là, comment ils se partageaient l'argent, on en reviendra peut-être tout à l'heure, Basile. C'est assez jaloux les uns des autres, finalement. Alors, on a presque fini sur l'aspect juridique et le fonctionnement. Je vais juste refaire un petit point sur le rapport de la SACEM et de l'État, parce que vous venez de dire que donc il n'y avait pas de rapport, enfin vous n'étiez pas hiérarchiquement pas inférieur ou subordonné à l'État, mais par contre, les activités de la SACEM sont contrôlées évidemment par l'État au titre 2 du Code de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'en France, le statut et les droits et obligations des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur, comme la SACEM, sont définis donc dans ce titre 2. C'est important quand même de dire qu'il y a une administration derrière, une législation. Parce qu'on parlait des SPRD, sociétés de perception, maintenant devenu un organisme de gestion collective. La SACEM est une société qui est agréée par l'État. Elle a son Sous agrément. tutelle du ministère de la Sous tutelle. Culture. C'est-à-dire il y a la commission de contrôle du Parlement, de l'Assemblée nationale, reçoit tous les ans le directeur général gérant de la SACEM et qui doit répondre à des questions, etc. Tous les ans, nous avons notre bilan au ministère. Nous sommes des agents assermentés par le ministère de la Culture, les salariés, les employés de la SACEM. Et donc, ensuite, la SACEM a mis en place maintenant un comité d'éthique, tel que le voulaient les dispositions européennes en 2017. Donc, il y a un comité d'éthique et nous sommes extrêmement contrôlés par toutes les autres sociétés d'auteurs, par nos auteurs-compositeurs eux-mêmes, dans les organismes de contrôle interne, et bien sûr par toute personne qui veut. Les bilans sont publiés, etc. Ouais, chaque il y a une année, il y a des transparence bilans. complète. Bien sûr. Fait intéressant, ça m'a, en tout cas, moi, ça m'a intéressé. Donc la SACEM, c'est la principale société de gestion collective de droits d'auteur en France. Mais il y en a d'autres. Il y a la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, Oui. gérant l'opéra, la musique, le ballet et les comédies musicales. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'a pas un monopole légal, en fait, la SACEM. Et ça, c'est ça qui m'a un peu interloqué. C'est que moi, si demain j'ai envie de monter une SACEM bis, j'ai le droit. C'est un monopole de fait, mais pas un monopole légal. Absolument. Ah ouais. C'est important de dire, c'est qu'il n'y a pas de monopole. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs sociétés d'auteurs. La SACD, vous avez d'autres sociétés d'auteurs, comme la SPADEM, La SCAM, La c'est- SCAM, oui, voilà, la Société civile d'auteurs et médias. La SOFIA, qui est une société un peu plus complexe. Enfin, pas plus complexe, mais différente. Rien n'empêche quelqu'un de monter une société d'auteurs dans sa cuisine au début, et puis ensuite. Le problème pour lui, c'est qu'il faudrait être plus performant que la SACEM. C'est ça. Oui. Et nous, bon on a. courage. Oui, merci. Et depuis 1851, on a quand même une certaine expérience. On a aussi des accords pour représenter les auteurs du monde entier sur notre territoire.
Et puis, on a une informatique qui permet de traiter des c'est ça. milliards de lignes. Donc, matériellement, c'est très, très... l'intérêt d'un auteur, c'est de collecter, de recevoir le maximum de droits quand ses œuvres sont jouées. Et ça, on sait faire. Et la preuve que vous savez le faire, en 2013, la SACEM gérait les droits de 149 000 auteurs, compositeurs et éditeurs, dont 18 200 membres étrangers. Donc ça, on en parlera après sur le côté mondial, enfin international. Elle a perçu près de 834 millions d'euros. Alors j'ai les chiffres de 2013, mais vous avez peut-être des chiffres plus modernes. Fin 2017, je peux vous donner les chiffres. Alors on va les donner parce que je suis un peu vieux, moi. Ouais, 2013 quand même. Oui. Vous êtes plus jeune que moi. Surtout Basile, t'avais quel âge en 2013? T'étais mineur. On écoutait quoi en 2013? C'était les titres qu'on écoutait. Alors je peux vous dire, il y avait du Coldplay, c'était l'époque de Viva la Vida. Grand succès mondial. Ouais. Firefly aussi. Coldplay est toujours dans les meilleures ventes, les meilleures écoutes en 2017. Avec d'autres titres, bien sûr. Alors, vous avez peut-être des chiffres où je peux donner les miens qui sont périmés, mais... Confrontons. Alors, donc je disais en 2013, le nombre d'auteurs, compositeurs et éditeurs, c'était 149 000. Vous gériez les droits de 149 000 personnes. Peut-être que ça a augmenté. 2017, fin 2017, parce que le chiffre 2018, nous n'avons pas encore. Fin 2017, 164 840 sociétaires à la SACEM. Et nous avons, nous avons 170 accords au niveau international avec des sociétés sœurs dans tous les autres pays du monde entier. Nous avons au sein de la SACEM 166 nationalités différentes représentées, c'est-à-dire que des Africains, c'est très vaste, mais des Sénégalais, des Ivoiriens ou même des Américains, etc., peuvent adhérer à la SACEM et sont membres de la SACEM, et dans 166 nationalités différentes. Et nous avons, alors là c'est... plus de 20 000 auteurs-compositeurs de nationalité étrangère. Je dis plus de 20 000 parce qu'il y en a 20 012, précis. D'accord. Ok, et donc sur la perception, alors ça c'était en 2013, mais je pense que ça n'a pas énormément évolué. La SACEM a perçu près de 834,8 millions d'euros et a redistribué 85% des sommes collectées. Ouais. Il y a un mot que je voudrais modifier tout de suite. Vous parlez de perception. Oui. Pour moi, ça me hérisse. Là, j'ai les poils qui frisent. Oh là, qu'est-ce que t'as fait, Basile? J'ai fait une bêtise, mais je l'ai fait consciemment. Mais c'est normal, mais parce qu'il faut évoluer et puis on fait attention au langage. Il y a des mots qui donnent un sens. Il faut donner un sens à ces mots. On ne facture pas, on ne perçoit pas. La perception, il y a un côté taxe. Il y a le côté percepteur de taxe. Percepteur. Nous sommes des collecteurs de droits d'auteur, parce que la SACEM est quelque part comme une coopérative. Les auteurs-compositeurs, au même titre que certains agriculteurs ou viticulteurs, apportent leur travail dans une coopérative agricole ou vinicole, etc. Nous, c'est une coopérative culturelle. C'est-à-dire qu'on reçoit les œuvres des auteurs-compositeurs et ceux du monde entier. Alors, pour revenir, donc, on va collecter, on est bien d'accord. Alors, en 2017, nous avons collecté 969 millions d'euros. Ça a évolué donc c'est plus, c'est plus parce que... on va dire 1 milliard. Oui, pour arrondir. On va l'arrondir, ça fait plus 2% par rapport à l'année précédente. La majorité des droits, c'est-à-dire 600 millions à peu près, donc vous voyez, les 2/3 proviennent de l'audiovisuel, c'est-à-dire les cinémas, les radios, les télévisions, etc. Et des droits généraux, c'est-à-dire tout ce qui est les sonorisations, les concerts, les tournées, etc. Ensuite, on a un peu de droits qui viennent de l'international, du online. Et tout ça fait que la SACEM, donc à 900, alors on avait dit 1 milliard. 1 milliard, 969, j'y tiens. Par contre, le milliard, comme on dit dans une certaine émission de radio, le million, non, nous c'est le milliard, parce que la SACEM travaille aussi pour d'autres sociétés. On a des mandats qui sont demandés soit par le ministère de la Culture comme pour les droits voisins. Et si on prend l'ensemble des droits collectés par la SACEM pour l'ensemble de ces activités, on est 1,4 milliard d'euros. D'accord. Voilà. Bon. Donc total, droit d'auteur et mandat, mais si on parle droit SACEM, 969 millions d'euros. Et donc la SACEM s'engage pour des créations, plus de 1600 projets artistiques aussi par an, et j'ai lu que la SACEM consacrait plus de 20 millions d'euros à l'action culturelle. Ça se passe sous quelle forme, cette histoire de subvention alors? Alors quelques chiffres à rectifier, c'est pas 1600, c'est 2115 dossiers soutenus en 2017, sur 3000 projets présentés, donc ça fait quand même 2/3 de projets retenus.
Et les droits que nous injectons dans la filière, dans le soutien à l'activité musicale, est de 26 millions d'euros, au niveau national et international. On pourra parler ensuite, par exemple, des aides qu'on apporte sur le plan du département. Comment ça fonctionne ? Il y a deux sortes de sources. Il y a une source légale, qui est ce qu'on appelle la copie privée. C'est-à-dire que chaque fois qu'une œuvre est copiée sur un support, enfin chaque fois qu'on achète un support vierge plutôt, il y a un montant du prix d'achat qui est reversé aux sociétés d'auteurs qui ont une obligation de reverser 25% de la copie privée à des actions de soutien à la filière musicale. Ça, c'est la première source, peut-être plus importante, et qui est essentielle au soutien à l'activité culturelle. Et il y a une deuxième source qui est importante aussi, parce que c'est un acte volontaire des auteurs-compositeurs, membres de la SACEM, qui acceptent qu'un certain montant de leurs droits partent au soutien de la création musicale. Et ils choisissent ? C'est eux qui choisissent ou c'est prélevé automatiquement ? Qui choisissent quoi ? Est-ce que vous leur proposez au début, est-ce que vous êtes d'accord pour Non. que 3% par exemple partent de la création ? Ça fait partie des statuts de la SACEM. D'accord. Ils n'ont pas le choix parce que ce serait trop aléatoire. Donc ça fait partie des soutiens qui sont apportés. C'est une obligation. Il y a l'obligation légale, je disais, puis l'obligation contractuelle de la SACEM. Mais alors comment ça se passe ? J'ai un projet, je vous contacte ? Oui. Ah oui, donc, Oui. j'ai un projet Très bien. et je vous contacte. Avec plaisir. J'imagine que tout à l'heure vous parliez un peu de la région, vous soutenez aussi, j'imagine, là on est en Bretagne, un peu plus les groupes bretons ou Vous donnez l'exemple parce qu'on est en pleine actualité. Actuellement, les demandes de soutien de la SACEM sont ouvertes. Ils ont été ouverts entre la mi-novembre et vont se fermer. Je crois que c'est vers le 10-12 janvier 2019. Donc, chaque année, il y a il y a des dates d'accord pour faire des demandes. Il y a une période d'ouverture, c'est en ligne sur le site de la SACEM, www.sacem.fr. Soutenez la création, nous soutenons la création, de faire votre demande de projet, donc c'est actuellement ouvert, tout le monde peut faire sa demande, il n'y a pas d'exclusive, tout le monde y a droit. Ensuite, il y a des choix qui sont faits, et ces choix, ils sont faits de façon à plusieurs niveaux. Ils sont faits au niveau de l'économie, bien sûr, on ne peut pas soutenir l'ensemble et le montant qui sont demandés. Ensuite, il y a un équilibre qui se fait dans l'ensemble des répertoires que nous gérons, que ce soit l'humour, le jazz, le rock, la variété et autres. Et puis, il y a un arbitrage qui s'effectue. Nous avons, ce qu'on parle de la direction régionale de l'Ouest, un budget d'environ 600 000 euros, quelque chose près, pour aider la région. Ça, c'est les dossiers locaux. D'accord. Rien n'empêche également, comme j'ai pu le traiter ce matin, de faire des demandes de soutien à l'autoproduction. On a un sociétaire là, de Rennes qui a fait la demande. On est en train de valider son dossier, enfin de le mettre en forme. Ensuite, ce sont les auteurs qui décident. Là, ce sont des soutiens nationaux. Donc, on a deux niveaux. Il y a l'international, donc il y a trois. L'international, le national et le régional. Ok. Et là, vous parliez de la pluralité des répertoires. Alors, Oui. j'ai appris aussi que des comédiens pouvaient déposer leurs sketchs. C'est pas simplement pour la musique, alors que dans l'acronyme SACEM, on parle de musique. On peut aussi déposer des pubs, des slogans publicitaires, des sous-titrages, des scénarios, donc des scénarios. Peut-être même que Nabila aurait déposé son non mais allô quoi ? Est-ce que c'est possible de vraiment tout déposer à la SACEM ? Quasiment. Pas tout. Nabila, je ne Non, connais pas. elle n'est pas à la SACEM ? Allô, peut-être, mais ça m'étonnerait, je ne sais pas trop. Mais si elle a le droit de déposer, rien ne l'empêchera de le déposer. On ne va pas faire, nous, de dire ça, vous n'avez pas le droit. On va simplement dire attention. Alors, pour revenir à la question, la SACEM, c'est vrai que ça se termine par M de musique, mais elle a un répertoire qui est beaucoup plus important. Le jazz, c'est de la musique, le rock, c'est de la musique, mais on fait le doublage et le sous-titrage. C'est pas de la musique, mais c'est quand même un vrai travail que j'ai rencontré, moi, des auteurs, quand on était au Transmusical la semaine dernière, par exemple, j'ai rencontré des auteurs-compositeurs de sous-titrage. C'est un vrai métier. On a également des réalisateurs de clips, etc. On a de l'humour. On a des sociétaires qui sont de l'humour, et les Grands Prix SACEM, qui sont ce soir d'ailleurs à la salle Pleyel, vont honorer un auteur de l'humour. L'année dernière, c'était Nora Hamzaoui. Yes. Cette année, je ne l'ai plus en tête parce que c'est ce soir et je laisse au public le temps de découvrir. Donc, il y a doublage, sous-titrage, il y a toutes les musiques, que ce soit du jazz variété, de l'électro, du slam, du slam, zouk. oui, du zouk, tout ce qu'on veut, peu importe. Oui, c'est noté. C'est un répertoire très varié parce qu'on a de l'audiovisuel, on a des textes, des poèmes, de l'humour,
du doublage, des sketchs, des textes de présentation. C'est pour ça que vous avez parfois certains qui font des chroniques sur des radios nationales. Ils vont commencer leur intervention par une chronique, parce que ça, c'est protégé. Ah oui. Et donc, ils vont commencer leur chronique, et puis ensuite, ils vont passer sur une discussion informelle. Donc, voilà. Voilà, en gros, on a trois, l'audiovisuel, les textes, et puis la musique. Et donc sur le fonctionnement, donc on a les ayants droit, donc c'est tous ces gens qui protègent justement toutes les œuvres qu'on vient de citer. Et qui peut y souscrire, parce qu'il y a des conditions quand même. Moi j'ai vu donc toute personne ayant composé ou écrit 5 œuvres musicales, dont une au moins est diffusée 5 fois sur une période de 6 mois, ou bien reproduite sur un support commercialisé, peut être sociétaire. Ouais. Ah oui, c'est déjà compliqué. 5 œuvres, 5 fois, 6 mois, un support. Ça, c'était valable il y a encore 6 mois. 5 mois. D'accord. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ah. Beaucoup plus simple. La SACEM, elle évolue. C'est une vieille dame, mais elle est extrêmement contemporaine. Depuis le 1er juin ou 1er juillet, c'est parce que c'est passé au conseil d'administration du mois de juin, depuis 2 ou 3 mois, il suffit d'avoir une œuvre et qu'elle soit chantée ou mise sur un support sonore, ça c'est très bien. Un support sonore, c'est un peu vieillot, mais enfin sur un disque. Et même si elle est maintenant mise sur une plateforme, il suffit d'avoir 1000 vues plutôt pour pouvoir adhérer à la SACEM. Ça se fait en ligne, ça prend, mettons, 3 semaines, un mois pour valider tout le dossier. Une œuvre, 1000 vues ou un passage en public. Donc on n'est plus dans les 6 mois, 6 heures, 5 heures, etc. On mélange un peu tout. Et puis notre volonté, c'est de développer le soutien à la création. Donc il y a beaucoup plus de sociétaires qui peuvent... Alors on va attendre un mois, un an plutôt pour voir un peu l'évolution, mais c'était une demande aussi des auteurs-compositeurs d'adhérer plus facilement. Et donc les sociétaires déposent leur œuvre originale à la SACEM, qui du coup directement est la seule habilité à gérer les droits exclusifs d'exécution et de reproduction des œuvres. Voilà. Ça c'est important. Quand on adhère à la SACEM, on apporte la gestion de ces droits, on signe un acte d'adhésion au statut de la SACEM, et ensuite on apporte la gestion des droits à la SACEM. D'accord, mais par contre les auteurs conservent quand même leurs droits patrimoniaux, droit moral. Patrimonial, il est confié à la SACEM, droit de reproduction. Mais ils peuvent le reprendre, quoi. C'est ça que je... À ce moment, ils peuvent démissionner de la SACEM. Ouais, voilà, rien n'empêche, hein. On n'est pas marié à vie. Oui. Il y a des divorces, mais bon, on peut adhérer et ne plus adhérer. Mais attention, l'auteur garde toujours son droit patrimonial, son droit au respect de l'œuvre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, enfin les auditeurs ou ceux qui veulent faire des copies, etc., ne peuvent pas prendre un bout de la musique sans avoir l'accord de l'ayant droit, des ayants droit. Donc les adaptations, les réarrangements, les covers, comme on dit, des choses comme ça c'est... Voilà, on va arriver à une question un peu plus technique. Ouais. C'est normal, quand vous créez une œuvre, vous n'avez pas forcément envie qu'elle soit associée, je sais pas, à une vente de camembert ou de ce qu'on veut. Ou même, j'ai envie de dire, je sais pas, moi, il y a eu des cas, prendre une œuvre et le mettre dans une publicité politique ou des choses comme ça, ça peut être je crois que c'est pas Pharrell Williams qui a empêché Donald Trump il n'y a pas longtemps de mettre une œuvre. Au début, il l'avait pris dans un spot publicitaire politique, là, et il lui a dit non, je n'ai jamais donné mon accord pour ça. Je me demande si Indochine n'a pas fait ça aussi avec Marine Le Pen. Je ne sais plus si c'est Indochine, mais il y avait un autre. Enfin, un cas comme ça aussi. C'est fort en possible. ouverture de meeting politique, on met mais... Bon, attention, il y a un droit moral. Mais si, par exemple, on fait une contrefaçon, Basile... pirate. Allez, hein, à Saint-Malo, il habite Saint-Malo. Tu décides de chanter une chanson, tu fais, j'en sais rien moi, Hit the Road, Basile, et tu chantes juste une note. Il va y avoir un problème, il va y avoir un litige à ce moment-là. Avec le compositeur. Attention, on a droit quand même à la parodie, au sketch. C'est prévu dans le code de la propriété intellectuelle qu'on peut très bien, vous prenez des Laurent Gérard par exemple, il prend des musiques, il les adapte, il prend des textes, il les arrange, enfin il prend des musiques, il les arrange, il prend des textes, il les adapte. Là, mais il a l'autorisation. Ensuite, il y a la parodie dans les règles de l'art, quoi. Ça fera que nos auditeurs qui sont des spécialistes retournent sur le code de la propriété intellectuelle qui prévoit que dans les règles de l'art, il ne faut pas se foutre de la tête de l'auteur-compositeur, par exemple. Il faut rester un peu. En droit, on appelle ça garder le comportement d'un bon père de famille. Oui, c'est bon très père vieille de famille, France, mais c'est ce qui est écrit dans le code. Si toi, Basile, tu décides de faire une parodie cette fois-ci, tu reviens à l'attaque de Hit the Road Jack, a priori,
si ils sont d'accord en face, je sais même plus comment il s'appelle, le mec qui chante In the Low Jack. Hein, tu vois, Je vois tout à fait. on l'écrira en tout gros sur l'écran, tu Ouais. sais. Voilà. C'est 80% des droits d'auteur qui reviendraient à ce monsieur-là. Oui, c'est logique. Parce C'est- que l'œuvre principale, on a l'œuvre principale, il y a un auteur-compositeur, et ensuite il y a un arrangeur, il y a un adaptateur. Alors, on arrange la musique, on adapte le texte, hein, qu'on soit précis, et le compositeur original va toucher les droits d'auteur, et ensuite une partie de ces droits-là ira quand même à l'adaptateur ou à l'arrangeur, qui est quand même quelque part un créateur. D'accord. Ah bah oui. Mais il y a la base, et puis ensuite il y a l'arrangement. Donc, contrefaçon et parodie, tout ça, il y a un arrangement à l'amiable qui est possible et qui est souvent sollicité. On préfère Oui. un arrangement à l'amiable plutôt que... Bah, d'aller toujours, jusqu'à la justice. les juristes savent qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. C'est Un bon sûr, procès, c'est hein, sûr. mais j'ai eu à gérer il n'y a pas si longtemps, et je vais voir demain, ou après-demain plutôt, les auteurs-compositeurs. Il y en a qui font des arrangements sur le domaine public. On n'oublie pas aussi qu'à la SACEM, il y a un service musical. La SACEM, c'est de la musique. Il y a un service musical qui va juger quel est l'apport créatif d'un arrangement ou d'une adaptation. Donc, on peut avoir des œuvres qui sont refusées parce que l'apport créatif de l'arrangement Et jugé. n'est pas suffisant. D'accord. Là, ce sont des techniciens qui vont dire attention, on ne peut pas tout faire non plus. Ça arrive de temps en temps, mais il vaut mieux le savoir que ça peut arriver. D'accord. Et alors, moi, je voulais venir à un point. On parlait tout à l'heure de tout matériellement, du fait que la SACEM était très développée matériellement. Justement, je voulais dire que c'est pas obligatoire pour les auteurs, compositeurs et interprètes de souscrire, enfin d'adhérer à la SACEM. C'est pas obligatoire, mais incontournable finalement matériellement, parce que j'ai le droit moi-même de dire je m'occupe de mes œuvres, de regarder si elles sont diffusées dans tel bar, dans telle discothèque, sauf que matériellement je ne peux pas en fait. C'est pour ça que c'est très très important pour eux d'adhérer à la SACEM, quoi. Ce n'est pas une obligation d'adhérer à la SACEM. Rien n'empêche un auteur-compositeur, on va parler de créateur, ça va être plus simple, d'adhérer ou de ne pas adhérer. C'est nullement, heureusement que ce n'est pas marqué dans le code de propriété intellectuelle. Ce n'est pas une obligation. Donc, on vient ou on ne vient pas. C'est pour ça qu'on dit on adhère à la SACEM. Hein. Mais à lui de gérer ses droits tout seul, d'écouter... Je ne sais pas combien il y a de radios en France, les 2000, 3000, 4000 radios, voir s'il n'y a pas quelque part sa chanson qui est jouée, à voir si dans un café des sports, route de l'Orient ou je ne sais pas où, il n'y a pas sa musique qui passe, à voir s'il n'y a pas un disque qui sort avec sa musique, à voir s'il n'y a pas quelque part sur une chaîne YouTube ou sur un Deezer, je ne sais pas, sa musique qui passe. Et puis, quel est le métier d'auteur ? Ce n'est pas de chercher à suivre ses droits partout, ou du moins savoir si c'est joué. Son métier, c'est d'être créateur. C'est d'être auteur-compositeur, c'est de créer sa musique. Et il délègue ensuite à la SACEM la gestion de ses droits. C'est pour ça que nous, on va faire ce boulot-là pour lui. C'est-à-dire qu'on va, selon des principes qui sont très, très précis, faire une répartition à partir de programmes que l'on reçoit. Et ces programmes-là, cette gestion des programmes est très importante parce que c'est le bulletin de paye des auteurs-compositeurs. Donc chacun peut adhérer ou ne pas adhérer. Maintenant, 165 000 ont choisi d'adhérer. Et est-ce qu'une œuvre qui, quand l'auteur décède depuis longtemps, est-ce qu'il y a un délai pour que ça tombe dans le domaine public ou enfin le domaine public, je sais pas si c'est ce qu'on dit, mais Si. Alors, on reprend sur le texte précis pour nos juristes. L'auteur est protégé pendant 70 ans après sa mort ou la mort du dernier co-auteur. Si on est trois à écrire, on est trois autour de la table, là, et ben moi je décède, je vais prendre 2020, me donner un petit peu de temps encore. On va prendre 2030 et 2040 pour les uns et les autres. Donc c'est 2040 plus 70 ans. Donc ça, c'est une législation européenne. C'est vrai qu'avant, c'était 50 ans. L'Europe se mettant en place, donc Jack Lang a souhaité à l'époque harmoniser la législation européenne et faire en sorte que l'auteur en France soit protégé comme dans les autres pays européens. Donc 70 ans après la mort de l'auteur. Alors il y a des exceptions effectivement parfois pour les auteurs qui sont décédés pour la France pendant les deux guerres. Donc on va prolonger de quelques années qui sont les durées légales des guerres. D'accord. Voilà. Donc on peut jouer beaucoup de choses qui sont dans le domaine public, comme du Mozart, du Beethoven. Il n'y a pas de droit d'auteur. Mais une image, c'est que Mozart, qui a composé des milliers d'œuvres, qui à l'époque du bicentenaire de sa mort représentait 20% du marché mondial de la musique, et il est mort, il a été mis dans la fosse commune, il est mort complètement pauvre. Alors justement, j'aimerais bien illustrer tout ça
si je puis me permettre. Oui. Par petite musique de nuit, non? Non, c'est avec j'ai découvert ça, c'est que la sonnerie de Nokia qui s'appelle la Nokia Tune, que tu peux nous chanter, Basile? Ah non, C'est pas la pa 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 la pa 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 la pa pa pa. Ça dit quelque chose? Oui, c'est vrai. C'est quand même, oui, c'est quand même assez connu. C'est entendu pour la première fois sur un téléphone Nokia en 1994 et ça a été composé par un guitariste qui s'appelle Francisco Tárrega au début du XXe siècle. A priori, cette mélodie est entendue dans le monde entier environ 1800 milliards de fois par jour, soit 20 000 fois par seconde. Et Nokia ne paye pas de droits d'auteur parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un morceau que j'ai retrouvé, que j'ai devant moi et qu'on va écouter tout de suite. Vous êtes prêts? Oui. Donc ça fait... Ah. Voilà. Il y a eu même du texte. Ça s'appelle... c'est la valse de Tárrega, la Gran Valse en espagnol. D'accord. Et c'est pareil pour, par exemple, la musique qu'on entend dans Pulp Fiction, le film, ou dans Taxi d'ailleurs. Miss Irlou, ça s'appelle. Pareil, c'est tombé dans le domaine public. Du coup, les Black Eyed Peas avaient le droit de reprendre ce thème. D'accord. Et de l'arranger. Et de l'arranger. Et l'arrangement est protégé. Et alors, moi, j'ai une question. Alors là, c'est du juriste en moi qui parle. Est-ce que si, par exemple, moi, demain, je crée une œuvre qui marche très très bien, j'adhère à la SACEM, donc elle est protégée, des choses comme ça, je décède, ma famille est-ce que c'est une sorte d'héritage que je peux transmettre à ma famille? Le droit appartient au sociétaire, à l'auteur-compositeur du temps de son vivant. Ensuite, on bascule dans le droit civil. Et là, le droit civil, c'est le droit des héritiers. D'accord. Donc je peux le mettre sur mon héritage finalement. Ça. Vous pouvez mettre, mais il y a eu il y a la bataille juridique de Johnny actuellement. Oui, c'est pour ça aussi. Vous imaginez, pensé, mais on n'est pas sur les œuvres écrites et composées par Johnny, on est sur les royalties d'interprètes, etc. Oui, c'est différent. Mais vous écrivez une chanson, vous la déposez, vous décédez dans 20 ans. Ensuite, vous avez décidé par un testament de nommer votre boucher, votre charcutier, votre épouse, vos enfants ou votre grand-mère ou tout, etc. Ce sont eux qui décident. D'accord, donc ça rentre dans mon patrimoine. C'est du droit, oui, c'est le patrimoine, c'est le droit, la propriété intellectuelle des auteurs-compositeurs, de la création, et ça rentre dans votre patrimoine. Ok, alors du coup là on a vu que la SACEM c'était très important pour protéger les auteurs, compositeurs, interprètes. C'est aussi très important pour les diffuseurs, et les diffuseurs, il faut bien comprendre que c'est notre coiffeur, les bars, les discothèques, c'est tout. Les ascenseurs, on disait tout à l'heure aussi, la radio dans les voitures. Pourquoi c'est important? Parce que la radio dans les voitures, non, il n'y a pas de droit. Enfin, on collecte pas de droit de la radio dans les voitures. Ah bon, sur les radios, général. Sur la radio, en général. Vous écoutez la radio dans votre voiture non, mais la radio qui passe, la radio FM, quoi, qu'on écoute dans la voiture. Ouais. Ah, parce que tu écoutes la radio que dans la voiture, peut-être. Moi, la radio, elle est dans la voiture. Elle est dans ma voiture. Mon poste radio est dans ma voiture. Oui. Pas, c'est la Mercedes qu'on voit qui passe. C'est ça. Donc, non, mais c'est important de comprendre que la SACEM, c'est l'interlocuteur principal pour les diffuseurs. Et les diffuseurs, ça peut être des petits diffuseurs. Moi, j'étais chez mon coiffeur, ça se voit d'ailleurs, il y a 2 jours. Il diffusait une playlist qui est donc soumise au contrôle de la SACEM. Au droit d'auteur. Alors du coup, oui, c'est ça. Ça fait partie de quel pourcentage? Parce qu'on peut lire tout de suite sur le site de la SACEM que 80% la répartition des droits d'auteur se fait dans des œuvres qui ont été clairement nommées et donc qu'on vous envoie à vous directement? Oui. Pour préciser, c'est que la première question qui a été posée, là, c'est que l'obligation, là on est dans une obligation légale qui est prévue par le Code de la propriété intellectuelle, c'est que toute diffusion d'œuvres musicales appartenant au répertoire de la SACEM, on doit obligatoirement demander une autorisation. C'est le travail des auteurs-compositeurs. On signe un contrat qui prévoit les modalités dans lesquelles seront collectés les droits d'auteur, le montant, etc., etc. Et pour les diffuseurs, c'est un intérêt essentiel parce que sur une autorisation, je dis bien une autorisation délivrée par la SACEM, ils ont accès au répertoire mondial des sociétés d'auteurs du monde entier. Je parlais de 166 sociétés, 175 sociétés plutôt d'auteurs-compositeurs. Donc ils ont accès au répertoire mondial avec une autorisation. C'est valable pour les discothèques, le coiffeur du coin, ou même les grands concerts, comme il y avait les trans, etc.
et vous avez accès aux œuvres du monde entier, les Chinois, les Japonais, les Américains, tout ce que vous voulez. Pour revenir à la deuxième question, c'est que, effectivement, notre but, c'est d'être au plus précis, et ça peut s'enorgueillir d'être la société d'auteurs du monde entier, la plus précise dans ses répartitions. Les Américains, ils font ça à la louche. Au sondage. Au sondage, voilà. Ouais. La louche appelée sondage. Ouais. Donc, vous êtes repéré dans un sondage, c'est très bien. Bon, les sondages, parfois, en France, ils font un sondage sur 2000 personnes ou 3000, etc. Ouais. Ça, c'est énorme. Vous passez dedans, c'est très bien. Mais vous ne passez pas dedans. Et puis, il y a une notion différente entre la propriété intellectuelle latine et anglo-saxonne. L'auteur est toujours en France considéré comme propriétaire de son œuvre. Et nous, la SACEM, on se tient absolument à rémunérer nos 164 000 et quelques sociétaires, même s'ils sont joués dans le bal du village à Pleurtuis ou je sais pas quoi. Alors, comment on fonctionne ? 80% des droits, le chiffre est exact, des droits sont répartis au programme. Alors, les programmes, c'est ce que les radios nous envoient, mais c'est les télévisions, là c'est à la seconde, les jingles du journal télévisé, c'est à la seconde, les publicités, la musique de pub a fait quand même beaucoup développé ce métier, c'est devenu un vrai métier. Le cinéma, on a quand même peut-être, nous, en France, on peut s'enorgueillir d'avoir des énormes compositeurs de musique de cinéma. Oui, c'est vrai. Desplat et autres. Hein. Donc, le cinéma, les radios nous envoient les playlists. Je parle des radios nationales, les Europe 1, les RTL, etc. Les radios locales nous envoient les jingles, parce qu'un jingle sur une radio, il est très précis. Il n'y a pas d'autres radios en France qui ont le même jingle que vous, ou que la radio d'à côté. C'est également sur Internet, sur les CD, les cinémas, etc., etc. Et bien sûr, les concerts, les grands concerts qui peuvent aux Libertés, aux Zénith et partout. Quand un artiste vient au Zénith, il sait exactement ce qu'il va jouer. Il y a des lights derrière, il y a du son. Donc tout ça, on a ça à la minute, à la seconde. Après, il reste d'autres sources de répartition des droits. Ce qui est fait par sondage, les bals, les repas dansants, notamment, puisque là, les orchestres nous envoient tous les 3 mois leur répertoire, et on a déjà des agents assermentés qui vont faire des écoutes. Donc là, on est en sondage, effectivement. Et il y a tout ce qui est la consommation courante, votre coiffeur, tout à l'heure, il coupe très bien d'ailleurs. Oui, je lui dirais. Enfin, il nous écoutera. Faudra lui dire. Et votre coiffeur ou le café des sports, ou etc., où là, on a une répartition qui est différente, c'est-à-dire que c'est par analogie. Qu'est-ce que vous mettez ? Vous mettez de la FM, vous mettez de la radio, quelle radio vous mettez ? Ou alors, est-ce que vous avez des cassettes ? On a des fournisseurs de playlists de cassettes qui sont codifiés. Et pour cela, il y a un système qui est très simple. Il faut avoir mis un disque, faire passer un disque un certain nombre de fois dans des sondages, etc. Donc, mais ça, le sondage, par analogie, c'est une petite partie de la répartition. Alors moi j'ai noté, pour rester dans le côté juridique, que les organisateurs de manifestations, donc là on va pouvoir parler des trans musicales qui ont eu lieu ce week-end par exemple, sont tenus par la loi, par l'article L132-21 du Code de la propriété intellectuelle, de transmettre la liste des titres qui seront joués aux ayants droit, donc à la SACEM finalement. Oui. Le mot manifestation, actuellement, je préfère qu'on le remplace par les concerts, par les diffusions de musique. Ouais, transformons-le. Voilà, ouais. Toute séance dans lesquelles il y a de la musique, c'est vrai que la SACEM ne peut pas savoir ce qui est joué. Ce n'est pas son rôle, sauf quand on fait des sondages. Par contre, l'organisateur est tenu, de par la loi, de donner plusieurs choses. Déjà, d'avoir l'autorisation, et ensuite de donner les éléments de perception, de collecte des droits. Je prends le perception pour justement rectifier le mot collecte, bien faire la différence, ce qui va nous permettre de faire une tarification, de facturer les droits. Et c'est l'organisateur qui est responsable, c'est lui l'entrepreneur de spectacle d'après la loi. Et il faut également qu'il nous donne les éléments qui vont nous permettre de faire la répartition des droits. Donc la répartition des droits, c'est le programme. Ce que font les radios, on était sur les transmusicales là, qui sont terminées dimanche soir. Les groupes, quand ils viennent, savent très bien ce qu'ils vont jouer. Donc, on a mis en place des systèmes qu'on appelle les programmes types, qui permettent aux groupes de venir et puis de dire, voilà, j'ai un set qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'ils n'ont pas... Il y a beaucoup de groupes qui passent, sur les bars en trance, par exemple. Donc, on a un programme type sur lequel ils vont mettre la dizaine de titres qu'ils vont jouer. On met un numéro, ensuite, c'est de l'informatique derrière, quoi. Ce numéro, il est affilié à un programme sur les trans, un dossier sur les trans, etc., et puis les droits, etc. Donc ensuite, c'est du schéma informatique et du traitement. Oui, ce qui est pertinent à dire aussi, c'est que c'est mieux rémunéré, ou en tout cas, on paye plus. Si moi, par exemple, je veux mixer, je payerai plus que si je joue en live.
Oui. Voilà, c'est pour soutenir la création live, c'est ça? Ou c'est pour... Alors attention, si on prend un DJ en live, il y a un droit... Ah oui, un DJ live. Ouais, DJ live. Ça, c'est de la diffusion en direct. On fait la différence entre la musique enregistrée et le live. Musique, je me marie demain, par exemple, je paye un DJ qui diffuse simplement de la musique, c'est pas pareil qu'un DJ qui serait dans une boîte? L'exemple du mariage n'est pas un bon exemple. Ah. Je vous souhaite beaucoup de bonheur d'ailleurs. C'est demain. Au passage. Non, enfin. Ouais, voilà. Bah, allez chez mon coiffeur avant. Ouais, ouais. Non, mais bon, sur les mariages, on peut prendre l'exemple parce que souvent il n'y a pas de droit d'auteur sur le mariage. Il faut faire attention. Ah. Non, on prend un bal avec un orchestre et un bal avec un DJ. Simple, quoi. Vous avez un orchestre, le droit d'auteur est moins cher. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure du droit de reproduction. L'auteur a deux droits, droit de diffusion, droit de reproduction. Quand vous utilisez un disque, vous avez de la reproduction derrière, parce que vous utilisez le disque, le support matériel. Et donc là, quand il y a la diffusion d'œuvres par disque, on appelle ce qu'on appelle un usager commun, qui est commun aux deux répertoires, SACEM et SDRM. Donc il y a un droit complémentaire qui est collecté par la SACEM pour rémunérer. Voilà. Donc techniquement, c'est logique que le tarif augmente. Oui. Et justement, pour parler de tarifs, on prend l'exemple des trans musicales. Comment, en fait, les tarifs, comment ils évoluent? C'est-à-dire que on vous envoie tous les morceaux qui vont être joués. Vous voyez qu'il y en a certains qui font partie de la liste protégée par la SACEM, protégée, contrôlée par la SACEM. Contrôlée, protégée. Voilà, et ensuite vous regardez le chiffre d'affaires du festival, et vous, du coup, c'est en fonction du chiffre d'affaires du festival, du nombre d'entrants, de billets vendus que... Alors là on est sur des grosses manifestations importantes, je dis manifestations, événements, vous voyez, je reprends un peu. Il y a deux choses. À partir du moment où on peut faire des forfaits sur des petites séances, on fait du forfait. Donc on ne va pas demander les chiffres. On a des grilles pour ça qui sont très simples, qui sont à disposition de tout le public sur les concerts, les repas dansants, c'est des grilles forfaitaires. Là, on a besoin de 2-3 éléments, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est live ou musique enregistrée, quel est le prix d'entrée, et est-ce que vous avez un budget, etc. Des éléments qui sont connus de tout le monde, et ces tarifs sont valables 3 ans. Donc c'est facile de faire son budget pendant 3 ans. Ensuite, quand on est sur une manifestation, la musique... Je reprends ce mot manifestation, il me colle à la peau. Je suis désolé. Cet événement. Quand on est sur cet événement musical, lorsque la musique est essentielle à l'activité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de musique, les trans, comme d'autres, il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement. Là, on a besoin d'éléments beaucoup plus importants, c'est-à-dire l'ensemble de l'économie de la manifestation, de la soirée, du concert, et on a associé l'ensemble des programmes qui nous sont remis par les artistes, que les trans récupèrent auprès de chaque artiste, ou qui sont déjà déposés à la SACEM, d'accord? Et on fait ensuite, c'est un calcul qui est, simple au niveau de la méthode. Ensuite, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de données, mais on a un chiffre d'affaires, on a des recettes, on a des dépenses, on met en face des droits collectés, et ensuite on met en face des listes d'auteurs-compositeurs. Voilà. Alors les contrats sont signés avant, chacun sait exactement... L'organisateur sait quelle est la façon dont va être calculés les droits. Lorsqu'on envoie la facture, il y a une information qui lui est apportée, dire voilà, tel jour, on va collecter X dizaines de milliers d'euros, ou ça dépend de l'économie, et les droits seront répartis aux groupes qui sont joués ce jour-là. Donc, c'est un travail dans l'ombre, mais qui est important. Et qui va rédiger ces contrats? Enfin, je veux dire, la SACEM décide elle-même du taux, des taux, ou est-ce que c'est la loi aussi qui va surveiller tout ça? La loi prévoit que l'auteur est libre de fixer ses conditions. Ah, donc la SACEM est libre de... je ne sais plus combien. Donc la loi le prévoit. Maintenant, dans la réalité, la loi ne dit pas combien. D'accord. Donc on ne peut pas dire, monsieur, c'est 10%, 5%, 2% ou je ne sais pas quoi. Ensuite, ce sont des accords que l'on a, des protocoles d'accord avec des fédérations qui représentent les organisateurs de spectacles. On parle du Prodis, on parle d'autres fédérations qui regroupent nos interlocuteurs. Et pour éviter qu'il y ait des discriminations de traitement, on a ces accords avec ces fédérations, avec ces producteurs de spectacles professionnels ou amateurs, dans lesquels on va dire, voilà les conditions. Alors ça, c'est de la discussion, là. On est là dans la négociation. On est dans la négociation et on est dans l'accord, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles d'accord qui sont signés, qui prévoient que pour telle manifestation,
le montant des droits d'auteur sera calculé par application d'un pourcentage sur les recettes de X. Alors, en foirefouillant un peu l'internet, je me suis rendu compte que le magazine VSD avait dévoilé que Jean-Jacques Goldman touchait 2 millions d'euros rien qu'avec ses droits d'auteur sur l'année 2017. Ça fait 48 000 euros par jour. C'est lui qui est le mieux payé, a priori, de nos compositeurs, musiciens français. Et donc, oui. Non, je voulais juste c'est pas revenir ton sur le groupe. fait que toi, tu foirefouilles. Tu ne farfouilles pas, tu foirefouilles. Hein. C'est important. Quand Je même. farfouille, Un farfouillis. je farfouille un peu. Travaille à la farfouille. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a les chiffres 2017 des musiques qui ont le plus été... donc, en fait, qui ont touché le plus d'argent, tout En simplement. fait, oui, on a la liste des... On va partir sur les 10 premiers. Faut voir que ça me surprend pas que Jean-Jacques Goldman, on parle de lui, mais il y en a beaucoup d'autres. Les compositeurs de musique de film, du Grand Bleu par exemple, touchent énormément de droits d'auteur. C'est normal, sa musique est diffusée dans le monde entier. Goldman n'est pas que simplement auteur-compositeur ou interprète, il est tout. Il est éditeur, etc. Ensuite, Goldman a une activité mondiale. Je veux dire, ses œuvres sont diffusées dans le monde entier. Quand une chanson est reprise par Johnny, dans le monde entier, ou par Céline Dion, etc., ou Calogero et d'autres personnes, c'est joué dans le monde entier. Donc c'est normal que... mais il aura la même valeur sur un programme que Basile et Jean-Jacques Goldman. Sur un programme, si on prend 100 €, Basile, tu auras le même montant que Jean-Jacques Goldman. Oui. Mais Jean-Jacques Goldman va être passé 10 000 fois par jour. Et Basile, Pour l'instant, une fois. Voilà. pour Fois pour le Alors, concert. non, mais c'est pas choquant. Ensuite, ce sont des professionnels, et il y en a, on peut en citer quelques-uns, mais si moi je demande souvent parfois peut-être 10-15 auteurs-compositeurs. Bon, on va parler un peu de Goldman, ouais, mais après, on va un peu galérer. Alors, je reviens sur... On va prendre les 10 premiers. Hein. Quels sont les succès français à l'étranger? Et Martin va nous jouer du coup à chaque fois une chanson des 10 Ouais, premiers. je vais prendre les Ouais. 3 premiers en tout cas. Je vais prendre les plus connus, parce que Ouais. Martin... Il a aussi ses limites. Hein. Oui, j'ai pitié de lui. Je ne Hein. connais pas forcément. Et puis je vais prier pour lui, et puis voilà, prier. Alors, liaison facile. Hein. Oui. Le succès français, c'est-à-dire les œuvres qui sont au répertoire de la SACEM, en 2017, Martin, Prayer, Si. exactement. Merci. C'est la musique qui fait ça. Ouais. Ok. Effectivement, on l'a beaucoup entendu celle-ci. Avec un accord de La, si tu veux vraiment tout savoir, Vas-y. Basile. Un accord de La, de Do, un accord de Sol et un accord de Ré. C'est important, affaire à suivre. 3 auteurs-compositeurs sur cette œuvre. Hein. Je ne sais Ah. pas les prénoms, Coteau, Adida et Guimard. Donc derrière, il y a encore derrière, des... il y a 3 auteurs-compositeurs. C'est-à-dire que si je prends 10 € sur un titre, c'est 3,33 €, si je puis dire, Ouais, chacun. Hmm. Donc attention. Deuxième. Alors, comme d'habitude, c'est toujours le même. Kenji Girac. Kenji Girac, Non. quoi. Non, comme d'habitude, Basile, Martin. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah, Comme d'habitude. Oui. Exactement. C'était comme d'habitude en numéro 2. Numéro 2, Eh ben, les d'accord. succès français à l'étranger en 2017. Ok. Alors, on va passer le 3e ou 4e, à moins que tu veuilles. hein. Non, mais je sais pas. Dès oui. lequel tu veux, là. Entre 1 et 10, un chiffre. Le numéro 3. Le 3. Évidemment, ça revient. Alors, Lennon, Major Lazer, DJ Snake. Ah. C'est un peu plus compliqué à jouer à la Ouais, guitare, je sais ça. pas trop ce que Lennon. Bon, Ah allez, oui. c'était le Joker. Ouais. Alors. Le numéro 7. Le numéro 7, Mas que Nada, George Eben. Masque et Nada. Sociétaire de la SACEM, il est brésilien, hein, mais sociétaire de la SACEM. D'accord, Et c'est un ouais. deuxième Joker. C'est un deuxième Joker. Alors, on va lui Il y a que faciliter. moi qui n'ai pas entendu ça. Qui connaît pas ce morceau. Le 10. Le 10. Bellolo, Morali, Wills. Non, Wills. j'abandonne. Bon, il y a- c'est- alors, YMCA. Est-ce qu'il y a Christophe Maé dans toute cette histoire? Il Alors, doit y être. Christophe Maé, c'est les principaux succès en France. Ah, C'est-à-dire qu'on a deux façons de présenter la chose. Quels sont les succès français à l'étranger et quels sont les succès en France? C'est pas forcément la même chose. d'accord. Succès français, c'est le répertoire SACEM qui part à l'étranger. Et là, les succès en français, ça peut être des œuvres de n'importe qui, du monde entier. Alors en premier, on retrouve Prayer in Sea. En deuxième, Nommé Mires Mas, Ah, donc Kenji là, Girac. Kenji Girac. Alors, c'est le truc qui est fait. Un truc comme ça. Hein. Ah, No oui. me mires más. Ouais, c'est- Voilà. Et il y a- ça. il y a- dans les ayants droit, alors, il y en a 4. Il y a Kenji Girac, il y a Soprano, qui est là-dedans. Oui, mais comme quoi, hein. Ouais. On ne connaît pas forcément l'auteur-compositeur. Là. Ensuite, il y a Fabio et Saldivia.
Ils sont 4 à écrire ça. Et alors Christophe Maé qui est dedans. Et Christophe Maé, Moi, je ne jouerai pas de Christophe Maé. ah ben, il a le droit. Christophe Maé, il est 10e. D'accord. Avec sa chanson Il est où le bonheur? Et Il pour est où, l'anecdote, le c'est bonheur, que... il est là, c'est ça. Voilà, le bonheur, il est où? Et il est là. Oui, mais il est là. Il est là. Il est sur Radio Juriste. Mais pour l'anecdote, c'est que Christophe Maé est avec quelqu'un d'autre, auteur-compositeur. Et ce quelqu'un d'autre, il habite pas très loin, il habite à Pleurtuis. Donc très Voilà. proche de Rennes, finalement. Très proche de Rennes. Et je signale aux auditeurs qui n'ont pas demandé, mais je leur dis que je suis né à Pleurtuis, donc je le connais bien. Voilà. Et c'est donc votre voisin. Oui, voilà. De naissance, mais enfin, on n'a pas le même âge. Mais pour vous dire que cette personne que l'on croise dans les rues de Pleurtuis, par exemple, et peut-être dans le monde entier, quand on le croise dans la rue, on ne sait pas que c'est lui qui a écrit. Bah non, et on le saura sans doute jamais, sauf si on travaille à la SACEM, mais c'est vrai que c'est pas celui qui est mis en avant sur la pochette. Et donc vous disiez qu'il y a des succès français à l'étranger, donc ça sous-entend que vous contrôlez aussi les œuvres qui sont jouées, enfin les œuvres françaises, les œuvres de vos ayants droit qui sont jouées à l'étranger, et donc il doit y avoir des partenariats. Moi j'ai vu qu'il y a des accords de réciprocité avec vos homologues étrangers. Ouais, absolument. On ne va pas contrôler, le mot n'est pas exact, on va contrôler ce qui c'est sur notre territoire de compétence, c'est-à-dire la France. Et on a des accords de réciprocité avec des sociétés d'auteurs étrangères, c'est-à-dire on va confier notre répertoire à la PRS en Angleterre, à la SCAP aux États-Unis, à la CIA en Italie, à la GEMA en Allemagne, etc., sur 116 sociétés étrangères. À elles de faire leur boulot et de rapatrier les droits d'auteur du répertoire français à la SACEM, comme nous, quand on a les Rolling Stones ou AC/DC ou je ne sais pas qui passent, on va collecter les droits en France et on va les envoyer aux sociétés d'auteurs étrangères dont les auteurs dépendent. C'est un échange de représentation réciproque. Et chaque société a le droit d'aller contrôler ce qui se passe chez l'autre. Si ça passe mal, l'accord peut être un peu... Ce qui montre bien, encore une fois, que même si c'est pas obligatoire de souscrire à la SACEM, c'est pratiquement incontournable parce qu'on voit bien que, à travers tous ces partenariats, ces accords, ça peut pas vraiment se faire soi-même. Ouais. Je peux pas moi-même... L'adhésion SACEM emporte la protection dans le monde entier. Oui, ce qui est quand même un avantage. En Bretagne comprise. J'aimerais bien qu'on finisse par YouTube et le gros problème de l'article 13. Alors les youtubeurs, tous les youtubeurs quasiment, je sais pas si tu as remarqué Basile, crient au scandale, c'est la mort d'Internet, c'est la mort de la création en tout cas sur YouTube. Il ne resterait que Vevo qui résisterait à cet article 13 ou bien les émissions télé qui ont les droits d'auteur, c'est ça Basile ? C'est ça. Alors, on va essayer comme au début de l'émission de peindre le paysage un petit peu actuel des hébergeurs, donc des plateformes comme YouTube, des choses comme ça, et de comprendre un peu quel est le rôle de l'article 13, qui a voté cet article 13, et surtout le rôle que la SACEM pourrait jouer dans toute cette histoire. On va essayer de faire ça, ça va pas être facile. Ça va être compliqué. C'est assez compliqué, c'est très... Alors, YouTube, c'est quoi ? Même si tout le monde sait ce que c'est, on va essayer de le définir autrement. On parlait tout à l'heure de tuyaux. En fait, YouTube, c'est un hébergeur, il faut bien comprendre que c'est un hébergeur qui va mettre en place un système de tuyaux par exemple, mais qui n'est pas celui qui va gérer ce qui traverse ces tuyaux. C'est-à-dire que ceux qui vont gérer ça, c'est les youtubeurs, toute personne qui upload une vidéo sur YouTube. Donc YouTube permet aux créateurs de mettre des vidéos en ligne, mais c'est pas eux qui les mettent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Martin ? C'est compliqué à expliquer, mais ils sont responsables de ce contenu. Puisque c'est eux qui sont responsables des tuyaux, ils sont ici responsables de ce qui coule à l'intérieur. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait contrôler ça, et notamment le droit à l'image. C'est-à-dire que si moi, demain, je m'inscris sur YouTube, et que je fais une vidéo de présentation des locaux de l'Institut Lpien, et que j'ai envie de mettre un fond sonore, et que je mets, par exemple, du Kenji Girac, c'est plutôt logique que, surtout que là c'est commercial en plus, donc je pourrais potentiellement acquérir des clients grâce à ça, c'est plutôt logique que Kenji Girac et les auteurs qui l'accompagnent et compositeurs soient rétribués sur cette vidéo. Et donc il a fallu encadrer ça, mais c'est pas facile parce que YouTube ça fait pas très longtemps que ça existe et c'est une nouvelle technologie finalement. Du coup au Parlement européen il y a une directive qui a été votée. Une directive c'est quoi ? C'est une sorte de loi européenne qui va être transposée dans l'ordre interne, donc la France en l'occurrence, mais aussi dans tous les pays membres de l'Union européenne. Et cette directive, il y a un article 13 dedans qui parle notamment des hébergeurs comme YouTube. Et cet article 13, il va venir dire
que on va augmenter un petit peu le contrôle des droits d'auteur sur YouTube. Alors, en augmentant le contrôle des droits d'auteur, évidemment, ça crée pas mal de problèmes, notamment le fait qu'il y a peut-être une baisse des libertés sur YouTube. C'est-à-dire que si on inclut un petit bout de musique derrière, avec cet article 13, YouTube va venir dire on peut pas monétiser la vidéo parce que c'est soumis à du droit d'auteur. S'il y a derrière nous une image, je sais pas, un poster de One Piece, par exemple, c'est One Piece, donc c'est pareil. Alors là, c'est peut-être pas la SACEM qui gère ça, mais d'autres organismes qui vont dire mais il y a du One Piece derrière, donc on peut pas monétiser la vidéo. Une marque, là, moi j'ai une marque sur mon vêtement, on n'aurait pas le droit en fait de la mettre sur. On reconnaît donc Gant par exemple. J'ai pas le droit. Le problème, c'est que les gens qui ont voté cette loi ont dit écoutez, YouTube, c'est à vous de gérer ça, vous êtes entièrement responsable de tout ce qu'il y a dans vos vidéos. Donc, du coup, il y a deux solutions. Soit vous créez un robot qui s'appelle le Content ID, je sais pas comment ça se prononce, qui va, avant de la mise en place, avant l'upload de la vidéo, contrôler tout ça et bloquer. S'il voit le moindre problème de droit d'auteur, il va bloquer la vidéo. C'est pas seulement qu'elle ne sera pas monétisée, c'est qu'elle ne sera pas uploadée. Ok, elle sera pas diffusée sur YouTube. Soit on va mettre en place des partenariats justement avec des organismes comme la SACEM. Donc ça peut être une solution qui est proposée. Ça consisterait à passer des accords de licence avec tous les ayants droit. YouTube leur verserait de l'argent et en échange, ces ayants droit laisseraient les vidéastes utiliser librement leur contenu. Sauf que c'est une solution qui est extrêmement coûteuse et difficile à mettre en application parce qu'il faudrait signer des accords avec tous les ayants droit et donc mettre d'accord les médias, les producteurs, les auteurs indépendants, bref, beaucoup de gens. Donc c'est un peu compliqué, c'est même presque impossible, je pense, pour YouTube, même s'ils ont beaucoup de moyens, sauf si le texte est adouci et admet des exceptions. C'est un peu ça qui est... Alors on va voir ce qui va se passer, pour l'instant c'est pas adouci, mais ça peut être adouci. Faut préciser que YouTube a déjà des contrats avec des sociétés comme la SACEM ou la SCAM. Ça, on l'a dit au début de l'émission, mais c'est déjà le cas. Sauf que là, ça va être un peu durci, tout ça. Il y a une autre solution qui serait ce qui va, à mon avis, se passer dans un premier temps, en tout cas, de striker, comme on dit, c'est-à-dire de supprimer toutes les vidéos où il y a du droit d'auteur. Ce qui reviendrait à une certaine neutralité de YouTube, un peu comme à la télé. À la télé, on a remarqué, les vêtements sont neutres, les musiques qui passent, tout est déjà géré avec... Il y a déjà des accords, mais c'est parce que c'est des gros groupes. Un YouTuber, à part 2-3 YouTubers en France, c'est pratiquement impossible qu'il y ait aucun droit d'auteur ou droit à l'image qui soit mis en cause dans une vidéo, en fait. Ouais. Donc c'est ça le problème qui se pose. Nous, sur Radio Juriste, on va en discuter, on ne donne pas notre avis, mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est très très important que les droits d'auteur soient respectés, même si on l'a déjà compris, je pense, dans cette première partie d'émission, et comprendre aussi en quoi cet article 13 pourrait un peu entraver la liberté et la créativité sur YouTube. Ok, voilà. Sachant que sur YouTube, toutes les minutes, c'est 400 heures de vidéos upload. Donc ça paraît très compliqué, effectivement, à fliquer. Du coup, monsieur Patrick Avril, qu'en est-il de la SACEM ? C'est un sujet qui est très important, qui est très compliqué, parce qu'il touche du droit européen, il touche des nouveaux droits et d'une nouvelle législation qui va utiliser ce qui se faisait dans le passé au niveau de la gestion des droits d'auteur. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être un peu plus clair en restant, simple. D'abord, il faut bien comprendre que YouTube n'est qu'un fournisseur de plateforme. Nous avons des accords avec tous les services de streaming, que ce soit Apple, Amazon, Deezer, Spotify, Napster, etc. Netflix aussi ? Netflix, oui. Depuis récemment, ça vient d'arriver. Netflix, le problème de Netflix, c'est qu'il rémunère ses auteurs à la base. C'est des sociétés américaines de droit américain, mais quand ils sont sur le territoire français, ils sont soumis au droit français, ce qui est normal. Nous avons sur ces plateformes de streaming les mêmes accords, sauf qu'ils n'ont pas tous les mêmes façons de procéder. Certains ont des offres single, famille, étudiants, offre promo, même typologie d'offres. Mais les accords sont identiques. Ensuite, ils n'ont pas le même volume de chiffre d'affaires. Mais une rémunération sur YouTube, sur les plateformes pour l'instant, sur Apple Music, un passage ne va pas rapporter énormément de droits d'auteur parce que malheureusement, la rémunération n'est pas très, très importante. Et en plus, il y a énormément de lignes de traitement.
Pour vous donner un exemple, en 2017, la SACEM a traité, je vais bien prononcer tranquillement le mot, 2108 milliards de lignes de streaming et de téléchargement. Je répète, 2108 milliards de lignes. Donc c'est vrai que la rémunération, elle n'est pas très importante, mais elle existe. On voit d'ailleurs que certains artistes décident de ne plus mettre leur musique ou de faire les lancements de disques sur des plateformes parce que ça ne leur rapporte pas suffisamment de droits d'auteur. Donc c'est un problème qui est très complexe. Pour revenir à la directive européenne, je crois qu'il faut que l'Europe résiste au chantage des Google et des YouTube. Cette directive est essentielle. Il faut, je dirais les mots de façon un peu solennelle, il faut rééquilibrer le partage de la valeur qui est inégalitaire actuellement entre les plateformes et les créateurs. Les milliards que font YouTube et Google, souvent c'est très peu de taxes, etc. Ils ne payent pas d'impôts. Oui, en plus, derrière, ils sont très... Alors, il n'y a pas que le droit d'auteur derrière ça, parce qu'on focalise sur le droit d'auteur, mais il y a derrière toute une économie, je dirais, fiscale et de création. Quand je dis fiscale et création, c'est-à-dire de taxes, d'impôts, etc. Et il est illogique que les Amazones, qui génèrent des milliards et des milliards de chiffres d'affaires, les YouTube, les Google, les GAFA, comme on le dit, fassent des milliards de chiffres d'affaires et ne rémunèrent pas ce qui est à l'intérieur des tuyaux, c'est-à-dire la création. Et ce qui fait leur chiffre d'affaires, finalement, c'est ça. Ce qui fait leur chiffre d'affaires. S'il n'y a pas... On parlait combien 40 000 minutes de heures. C'est 400 heures toutes les minutes. Toutes les minutes. Qui sont uploadées, ouais. On n'a pas forcément le temps d'écouter ça. Donc la rémunération, elle n'est pas très importante. Moi, je crois en plus qu'il faut faire attention, c'est un combat européen, c'est pour ça que c'est une directive européenne, qui pendant très longtemps, parce que quand YouTube a été créé il y a peut-être 10 ans, ou un peu plus, ouais. La législation n'était pas adaptée, quoi. Ça, c'est sûr. La législation, elle évolue pas tous les jours. YouTube évolue tous les jours, ou tous les mois, ou tous les ans. Donc il y a un moment, ce qui grossit doit pouvoir être contrôlé par le législateur. Et nous, société d'auteur, on se doit de respecter le droit d'auteur. Quand on veut faire un contrat, il faut respecter les conditions du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Donc tout le combat, il est là. C'est pour ça que l'Europe est unie et les ministres de la culture sont très très unis pour faire en sorte que la protection des droits d'auteur soit respectée sur ces plateformes. On parle de YouTube, mais sur les autres, c'est quand même bien respecté. Mais l'article 13, je crois qu'il faut préciser que simplement, c'est que on n'a jamais empêché à la SACEM, les sociétés d'auteurs n'ont jamais empêché le développement d'une nouvelle technologie. Les jukebox, ça existait bien, enfin la SACEM existait bien avant les jukebox. Le CD, le vinyle, les cassettes, etc. Les radios locales, ça existait après l'existence de la SACEM. Donc on n'a jamais empêché le développement d'un support, quel qu'il soit. Par contre, on souhaite à un certain moment que ça se mette en adéquation avec l'économie telle que ça générait, telle qu'elle est générée. Les radios locales, au début, c'était un peu partout. Maintenant, on est au YouTube. Au début, c'était un petit peu comme ça. Maintenant, ça devient très, très important. Vous allez sur YouTube, vous tapez le nom d'un groupe, et vous avez ensuite, tout de suite, selon des algorithmes qui sont mis en place par les robots de là-bas, des tas de propositions de groupes. Où est le choix de la culture? Où est le choix de la musique? Il ne faut pas voir ça uniquement en restriction, au contraire, en ouverture. Vous avez des dizaines de personnes qui mettent sur les sites leur musique en espérant peut-être, quelque part, que ce soit diffusé. Donc c'est un outil qui est très important aussi pour les auteurs. C'est une nouvelle source. Avant, on avait le concert, avant, on avait le disque. Maintenant, il y a des youtubeurs, il y a des gens qui peuvent vivre peut-être ou éclater. Je vous donnerai l'exemple d'un jeune qui s'appelle Petit Biscuit sur Rouen ou Caen, je ne sais pas, c'est Caen peut-être, qui a commencé dans sa chambre, peut-être qu'il a 17 ans, depuis le temps que je dis qu'il a 15 ans, il a peut-être 17 ans. Il a commencé par ça, il met ça sur une plateforme, et puis ça plaît, et maintenant il est connu dans le monde entier. Donc on n'a jamais empêché un talent d'exister, par contre on demande qu'il y ait et je reprends les mots, un équilibrage de partage de valeurs qui actuellement est inégalitaire dans les industries de la culture et des médias. C'est un enjeu de société et de respect de la création que la SACEM, les sociétés d'auteurs, parce qu'on n'est pas les seuls dans ce métier-là. Un autre exemple, vous faites une revue de presse, le journaliste de Ouest France du coin, il bosse, il va faire son article, il est payé, etc. Vous avez actuellement des revues de presse sur Internet qui ne rémunèrent personne, même pas le journaliste.
Parce que vous allez chercher Transmusical Rennes, boum, et vous allez trouver l'article de Ouest France. C'est pareil. On est aussi quelque part dans le droit d'auteur. Le journaliste. Dans la réutilisation. Souvent, on dit stop, ça suffit, on n'est pas là pour les empêcher. Mais on dit simplement, ensuite, ils disent c'est la mort de l'Internet. Bon, je comprends pas de l'Internet, mais de YouTube au moins. Oui, bon, je pense qu'on n'a pas la prétention de les faire mourir et on n'a pas certainement pas la force pour eux le voir. En plus, ce sont des gens qui sont capables de mobiliser près de 60 millions de dollars ou d'euros pour faire une campagne délétère au niveau de l'Europe, quoi. On n'a pas ces moyens-là, nous. Donc, j'ai une force. Alors, pour bien comprendre l'article 13, donc, il vise à mieux protéger les ayants droit, c'est-à-dire les personnes ou entités ayant déposé des droits d'auteur sur son œuvre. Il y en a beaucoup aussi sur YouTube. Il faut comprendre ça. C'est qu'il y a des YouTubeurs qui déposent aussi, qui travaillent avec la SCAM, on disait, ou la SACEM. Ça, c'est important de le dire. Donc ça peut être un média, un producteur de musique, un réalisateur ou un chanteur. Voilà, il y en a aussi sur YouTube. L'article 13 contient des obligations à destination des plateformes où se partagent des contenus comme YouTube, du coup en l'occurrence. Il indique que l'entreprise sera responsable des contenus qui y sont publiés et du respect des droits d'auteur intérieurs. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas le cas. C'est-à-dire que maintenant, l'entreprise est entièrement responsable du contenu diffusé. C'est ça qui change, en fait. Et c'est ça qui va leur poser problème, finalement. Et c'est un revirement parce que avant, la plateforme était considérée comme un hébergeur de contenu et que, en gros, c'est-à-dire qu'elle ne devait pas supprimer des contenus. Je sais pas comment dire ça. Elle devait simplement supprimer les contenus violant les droits d'auteur que quand ça lui était signalé. Donc ça passait, à mon avis, par la SACEM, je suppose. Ouais, mais faut pas crier au loup. Hein. Je vais le citer parce que c'est un peu complexe. L'article 13 prévoit expressément que les plateformes et les titulaires de droits ne devront pas empêcher la mise à disposition de ces services sur ces services de contenu qui n'enfreignent pas le droit d'auteur. Si toutefois, des vidéos venaient à être bloquées de manière injustifiée, les plateformes doivent prévoir des mécanismes de plainte et de recours en faveur des utilisateurs. Donc on ne va pas couper. C'est insupportable d'entendre ça. On ne va pas couper. Alors ils crient au loup, effectivement, mais c'est tout leur intérêt. Nous on dit attention, vous avez des droits d'auteur à respecter, vous gavez, GAVA, si je puis dire, de ces droits d'auteur, assurez le meilleur équilibrage de la plateforme, des plateformes sur les valeurs. Et puis, en cas de litige, il y a un texte qui prévoit que les utilisateurs devront avoir accès à une autorité indépendante qui pourra régler ce conflit. Donc, attention. Oui, mais le problème, c'est que là, ce que va mettre en place YouTube, c'est un robot qui va... avant que la vidéo soit mise en ligne, regardez si les droits d'auteur sont respectés. Si c'est pas le cas, la vidéo n'est pas publiée. Et là, effectivement, il y a un recours possible pour l'utilisateur, mais il y en aura tellement que... c'est ça, je pense que... Dans l'idée, je pense que tout le monde est plutôt d'accord, mais est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce que YouTube peut techniquement le faire, quoi ? C'est ça un peu la question. Ils ont quand même suffisamment de force pour mettre en place des systèmes informatiques qui vont faire ensuite... N'oublions pas que si... C'est pareil, quand ils font une publication de vidéo, ils demandent l'autorisation à personne. Ils prennent des œuvres, des droits d'auteur, qu'ils soient de la musique ou d'autres sociétés d'auteurs. Bon, ça suffit. Oui, mais par contre, si moi, je vois qu'ils ont utilisé un droit d'auteur, je peux vous appeler vous, qu'ils signalent à YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne ou... Enfin, je peux le signaler en tout cas. Attention, ça a été voté le 12 septembre, je crois. Ouais, c'est très, 12 ou 13 septembre. Il y a 3 mois. C'est pas encore mis en application. Donc, c'est pas mis en application. On est là sur une directive qui doit être, comme disait justement, transposée en droit au printemps, normalement. Au printemps de chaque pays, que ce soit validé. Il y a encore un peu de temps, il y a encore des discussions. C'est pour ça qu'ils commencent un peu, je puis dire, un peu à baliser, quoi. Parce que la directive a été refusée déjà au mois de juillet. Ouais. Ensuite, sur des propos mensongers tenus par ces sociétés. Donc il a fallu que les auteurs montent au créneau à Strasbourg, au Parlement de Strasbourg, avec les ministres, avec des auteurs-compositeurs venus de l'Europe entière, pour leur dire attention, nos droits sont quand même essentiels à l'activité de ces sociétés. Si on n'a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de raison qu'on soit les sacrifier comme souvent. N'oublions pas que la propriété intellectuelle, elle est immatérielle, on ne la voit pas, on ne la touche pas. C'est une propriété qui est quand même attachée à l'homme, un droit de l'homme. Après, à nous de faire respecter ces droits-là, quoi. Et aux auteurs-compositeurs, par le biais de ces sociétés de gestion, d'où l'importance d'adhérer à une société de gestion collective, que pourrait faire un auteur tout seul face au Parlement européen, s'il n'y a pas derrière les 160 000 auteurs-compositeurs de la France, plus
les dizaines de milliers des autres sociétés d'auteurs d'Europe. Mais alors, question, alors je vous la pose à vous, parce que vous êtes parce le que je seul suis là, quoi. ici, mais bien sûr, c'est que votre avis, mais ça m'intéresse. Est-ce que vous, quand on voit le contenu qu'il y a sur YouTube, c'est quand même, ça fait partie de la culture maintenant, le contenu qu'il y a sur YouTube. Enfin, moi, je sais que je suis né là-dedans. Il y a des YouTubeurs que je suis depuis très longtemps et qui m'ont appris beaucoup de choses, notamment sur les jeux vidéo, sur les films. Je pense au Fossoyeur de film qui va critiquer, qui est critique cinéma finalement, mais sur YouTube. Lui, par exemple, il pourra plus utiliser d'images de film. Sauf s'il a un partenariat avec un... Mais c'est impossible. Non, mais s'il a les autorisations... Oui, mais s'il les a pas, parce que là, actuellement, il les a pas. oui. Mais est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu dommage de se priver de ça quand même ? Parce je comprends tout à fait les deux points de vue, mais c'est un peu dommage de se priver de ce contenu-là. On ne cherche pas à ceux qui se privent de quelque chose, on cherche simplement à ce que le droit des auteurs-compositeurs, des créateurs, soit respecté de façon plus égalitaire. On ne veut priver personne. Je le disais tout à l'heure en préambule, on n'a jamais empêché un média de se développer. Bien au contraire, les radios locales, en 80, se sont développées. Elles ont crié, ah voilà, maintenant il faut payer des droits d'auteur. Ça fait partie des choses. La solution, plutôt que de bloquer complètement ce contenu, est-ce que ça serait pas... Alors je vais utiliser le mot taxe, même si c'est pas ça, hein, mais non, c'est pas ça, ouais. de récolter plus d'argent sur la marge que se fait YouTube sur une vidéo. Est-ce que ça serait pas ça plutôt la solution ? C'est un peu ce que l'on veut, c'est le partage de valeur. Hein. Ouais. Et en fait, en faisant ça, valeur. vous les poussez peut-être, vous les obligez peut-être à faire ça finalement. On les oblige à d'ailleurs mieux rémunérer la création et on les oblige à respecter quand même une législation et respecter l'auteur et le compositeur. C'est pas nous qui allons juger, il y a des commissions indépendantes pour ça. D'accord. D'accord. Bon. Et ben ça va être compliqué, je pense. Ça risque d'être compliqué. Oui, c'est normal que ce soit compliqué parce qu'on est sur des nouveaux droits. On est sur quelque chose qui est né. Alors YouTube, je disais 10 ans, c'est peut-être 15 ans, mais pas forcément plus. Quoi. Ça doit être dans les années 2005. Oui, et puis ce sont des choses Internet. Ouais, et puis ça explose. Et c'est l'exposition, l'explosion aussi de beaucoup de nouveaux médias. Et ce qui existe maintenant. On ne sait même pas ce qui va exister dans 5 ans. Dans et 6 alors ans. justement, vous, ça fait un petit moment que vous travaillez à la SACEM, donc vous avez dû voir des vagues un peu d'innovation comme ça, avec des nouvelles législations. En général, comment ça se passe ? Au début, ça gueule un peu de partout, et il doit y avoir ensuite... toujours, non, mais je veux dire, il faut que ça se mette en place. Donc au début, il y a beaucoup de changements. Et vous pensez qu'il va se passer quoi ? Donc il va y avoir des changements. Après, ça s'adoucit, En fait, les entreprises se plient un petit peu à la législation. Et... On va revenir au début de l'entretien. Si on se replace en 1851, il a fallu un procès. On est en 2018, il faudra peut-être un procès. 1851, 2018, on va retrouver le même principe. C'est un combat de l'auteur pour faire respecter ses droits. Alors, à l'époque, bien sûr, il y avait un café des ambassadeurs. Là, maintenant, on a le café des YouTube. On est sur des schémas économiques qui sont essentiellement différents, mais on reste sur le même principe du droit d'auteur. Respectons le travail de l'auteur et du compositeur qui, lui, n'est pas payé pour sa création, il travaille pour la création, il n'a pas droit au chômage, il a droit simplement à ce que la SACEM lui apporte. Donc respectons le droit d'auteur parce que c'est la seule rémunération des auteurs-compositeurs. Ils n'en ont pas d'autres. Très bien. Eh ben, c'est une belle conclusion tout ça. Eh ben oui, c'est une belle conclusion. Et nous, en tant que radio associative, on a le droit de diffuser des musiques ou pas ? Bien sûr. Mais toutes les radios associatives, depuis 1980, qu'elles existent. Il faut qu'on paye. J'ai regardé, on doit payer. Il faut qu'on paye. Alors nous, on a a reçu la facture il n'y a pas longtemps. Non, pas encore. Il faudrait déjà qu'on déclare quelque chose. Mais on vient de se créer il y a une semaine. J'ai regardé pour Radio Juriste, on est une association à but non lucratif. Et on fait moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc du coup, il faut qu'on paye 80 euros par an. Voilà. Si on diffuse des musiques. Si on diffuse, bien sûr. Nous, on n'en diffuse pas. On diffuse que nos musiques. Voilà. Oui, on disait aussi tout à l'heure, attention, il n'y a pas que de la musique dans le répertoire. Non, il n'y a pas que de la musique. Mais on diffuse pas. 80 euros, ça passe ou pas ? Ça passe, oui. Ouais. Ça passe, ça passe, voilà. Ouais. Eh bien, monsieur Patrick Avril, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Mais c'est un grand plaisir de pouvoir toujours parler à des juristes. Je crois que la faculté de Rennes, la faculté de l'Ouest, etc., est très forte en propriété intellectuelle. Oui, elle est très bons masters. C'est vrai. Donc, j'espère que là, les étudiants pourront trouver des sources de
de réflexion sur J'en leurs suis prochains sûr. travaux J'en suis sûr. et qui n'hésitent pas à regarder sur le site de la SACEM. On est Ouais. ouvert complètement. Voilà, Transparent. Et puis à tous les auditeurs, n'hésitez pas à liker la page, bien sûr. Attends, c'est le moment pub. Partagez la vidéo et même adhérer à l'association. Oui, Radio puisque Juliette. c'est possible, vous nous envoyez un message directement sur la page Facebook. Et adhérer aussi à la SACEM. Exactement. On Pourquoi pourra pas faire- Si vous êtes créateur, Ouais, comme Voilà. ça c'est bon. On se quitte avec l'hymne de Radio Juriste. C'est du 100% fait main, c'est du fait maison. Et là, on risque de ne rien payer. Ça s'appelle Bienvenue en droit. Et on se retrouve une prochaine fois avec, avec un nouvel intervenant, c'est ça. un nouvel invité. Un nouveau sujet. On dit qu'à l'université y a que des soirées, mais toi t'as bien compris qu'il y a que du droit consti. Ta petite amie Cécile est remplacée par le code civil, ton bon pote Pascal par le code pénal. Bienvenue en droit. Pauvre